Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Voici les titres à la une de ce dimanche midi. Félix Bingui, chef présumé du clan Yoda, a été arrêté au Maroc. Il s'agit d'un narcotrafiquant de Marseille, on en parlait hier, et qui était hautement recherché par Interpol. Il est accusé d'être à l'origine d'une guerre de gangs liée au trafic de stupéfiants. La plus grande prudence est de mise pour le sud-ouest de la France où plus d'un mois de pluie doit tomber en quelques heures. 9 départements sont placés en vigilance orange. Les campings ont été évacués dans le sud-est par mesure de sécurité. En France, la PMA est accessible à toutes les femmes âgées de 18 à 45 ans depuis le 2 août 2021. Elle a permis la naissance de plus de 350 bébés, un chiffre clé très affaibli par rapport aux 30 000 demandes enregistrées. Enquête dans le Grand News Midi. Et puis au nord de la façade ouest américaine, des navires patrouillent dans une des zones les plus dangereuses de la planète. On l'appelle le cimetière du Pacifique. Ce sera notre enquête. Nous partirons en immersion à la fin de cette édition. Félix Bingui a été interpellé vendredi, il y a 2 jours, à Casablanca, dans les autorités marocaines. Surnommé le Chat, le patron présumé du redouté et du redoutable clan Yoda, qui était visé par un mandat d'arrêt émis par la France. Une opération conjointe dont s'est félicité Gérald Darmanin, qui affirme qu'un grand coup a été porté aux narcotrafiquants liés à la drogue. Bravo aux policiers qui poursuivent sans relâche le combat contre le trafic de stupéfiants, a-t-il souligné sur le réseau social X. Faisons un point complet sur la situation. Voici la seule photo connue de l'un des plus grands narcotrafiquants français, recherché notamment pour association de malfaiteurs, meurtre et évasion. Félix Bingui, un homme de 33 ans, né à Alès, en cavale depuis juillet dernier, surnommé le Chat. Il dirigeait un réseau de trafiquants de drogue, installé pendant des années dans la cité paternelle à Marseille. Son nom, Yoda, l'un des gangs les plus puissants de la cité phocéenne, dont il avait pris la tête de manière fulgurante. Félix Bingui est un homme connu de nos services depuis très longtemps. Il a commencé par des cambriolages, et puis tout doucement, il a glissé sur des trafics de stupéfiants et sur des règlements de compte très intelligents. On l'appelait le Chat, il savait rebondir, il savait éviter tous les pièges qui lui étaient tendus. Sous sa coupe, les trafiquants innovent. Ils affichent leur prix dans la rue et recrutent leurs troupes via les messageries et réseaux sociaux. Un réseau aussi connu pour sa rivalité sanglante avec le chef de la DZ Mafia, une guerre des gangs qui a fait plus de 40 morts l'an dernier à Marseille. Affaibli, traqué par la police, Félix Bingui avait pris la fuite. Il évoluait entre Dubaï, l'Espagne ou le Maroc, à Casablanca, où il poursuivait la guerre à distance avec son rival. Ils commanditaient des meurtres, l'un depuis l'Algérie, l'autre depuis le Maroc, sans être sur le terrain du tout, mais ils avaient visiblement suffisamment, on va dire, d'impact sur leurs troupes et leurs hommes, et suffisamment de moyens financiers devant eux pour mener une guerre très très longue en fait. La France doit demander son extradition. Reste à savoir l'impact qu'aura cette arrestation sur le trafic de drogue et la guerre des gangs à Marseille. Les déneigeuses sont en action. Pourtant, les intempéries qui balaient la Haute-Loire depuis l'après-midi, donc hier, le 9 mars, ont piégé nombreux d'automobilistes. Je n'arrivais plus à freiner, ça a patiné. Je n'avais pas de pneus neige et je me suis retrouvé dans le fossé, raconte un homme. Ailleurs, les vents violents ont provoqué des coupures d'électricité. Et je précise également que près de 3000 foyers n'ont plus de courant en Isère, dans la Drôme et en Ardèche. Dans le Gard, la tempête Monica fait craindre des crues placées en vigilance orange pour la pluie et les inondations qui vous attendent. Le Var et les Alpes-Maritimes doivent être touchés à leur tour. Sarah Collet. Les déneigeuses sont en action, pourtant les intempéries qui balaient la Haute-Loire depuis cet après-midi ont piégé nombre d'automobilistes.
D'un coup, la neige est tombée, je me suis pas rendu compte de l'état de la route. Et là, j'arrivais plus à freiner, ça patinait, j'ai pas de pneus neige. Et je me suis retrouvé dans le fossé. Ailleurs, les vents violents provoquent des coupures d'électricité. Près de 3000 foyers n'ont plus le courant en Isère, dans la Drôme et en Ardèche. Dans le Gard, la tempête Monica fait craindre des crues, comme ici à Beaucaire. On est en démontage un peu d'urgence, vu les intempéries. Ils nous annoncent une crue, donc il faut évacuer le site assez rapidement. Placés en vigilance orange pour la pluie et les inondations, le Var et les Alpes-Maritimes doivent être touchés à leur tour dans la nuit. Des intempéries redoutées, dans une région encore traumatisée par l'épisode méditerranéen de 2015. Il avait fait 20 morts et inondé la maison de cette habitante. Aujourd'hui, j'ai peur que ça recommence. Quand on annonce des cumuls d'eau, forcément, on s'angoisse, en espérant que nous ne soyons pas inondés. Alors les autorités anticipent, surveillance accrue des zones inondables, comme ici à Mandelieu. Nous avons une liste, en fait, nous allons voir les personnes qui habitent dans ces endroits. Nous procédons à des évacuations préventives aussi, notamment les campings aujourd'hui, et certains villages de vacances, tout simplement pour éviter le stress d'une évacuation au moment où l'inondation se produit, si jamais elle doit se produire, notamment la nuit. Un centre d'accueil d'urgence a été ouvert par précaution dans la commune. Plus d'un mois de précipitations doit tomber sur la Côte d'Azur cette nuit. À travers la France, les intempéries font de nombreux dégâts. Une tempête de neige a balayé l'Ardèche, par exemple, des rafales jusqu'à 130 km/h et 4000 foyers sont toujours placés et privés d'électricité. La tempête Monica sévit aussi bien dans le sud-ouest de la France puisque le département des Landes est aussi concerné. Là-bas, on se prépare à affronter les grandes marées et le risque de vagues submersion. Tour d'horizon grâce à nos correspondants qui se trouvent en région dans toute la France. Un phénomène extrêmement violent cette nuit à Saucey-les-Pins et très court. Cet arbre quarantenaire a été déraciné. Eh ben, c'est pas beau, hein. Il va falloir remplacer tout ça. On ne s'attendait pas à ça. Vu la taille de l'arbre, on pensait qu'il était parfaitement enraciné. Et là, voilà. Et il y a eu une tornade quand même. Un coup de vent qui, en 3 minutes à peine, arrache les toitures d'une vingtaine de maisons. Pas de blessés, mais autour, plusieurs voitures abîmées, dont ce taxi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malheureusement, là on est sur une catastrophe naturelle. Alors après, bon, c'est vrai que c'est ma voiture de tous les jours parce que je travaille avec. Je sais pas trop comment je vais faire pour m'en sortir, mais on va voir avec les assurances, elles sont là pour ça. Plus au nord et en altitude, une tempête de neige a balayé l'Ardèche, des rafales jusqu'à 134 km/h. 4000 foyers sont toujours privés d'électricité. Dans tout le bassin méditerranéen, de fortes précipitations ont gonflé les cours d'eau. Ils sont surveillés de près, mais certains sortent de leur lit, comme l'Argence, dans le Var. Cet habitant craint que l'eau ne gagne les maisons. Ah oui, j'ai pas dormi toute la nuit, j'ai surveillé l'eau, j'ai fait le tour, j'ai fait 130 km autour de Roquebrune pour surveiller les poids d'eau. Complètement inondé, ce restaurant doit rester fermé aujourd'hui. Bon, après, c'est dommage parce que c'est notre journée, la plus grosse journée le dimanche, quoi. Donc ça tombe mal. Dans les Landes, on se prépare à affronter les grandes marées et le risque de vagues submersives. Coincée sous un barrage, une voiture a été emportée par la violence de l'eau. Son conducteur, âgé d'une soixantaine d'années retraité, est porté disparu. Hier soir, vers 19h, l'homme avait tenté de traverser un pont submersible qui était notamment fermé à la circulation. Le passager du véhicule, Louis, est parvenu à s'extraire par le toit de la voiture en s'accrochant à des branches des arbres. Il était suspendu près de 2 heures à ces branches, comme nous l'explique Carole Weiner. Coincée sous un barrage, cette voiture a été emportée par la violence de la crue. Les pompiers tentent ce matin d'accéder à l'habitacle. Le conducteur d'une soixantaine d'années est toujours porté disparu. Hier soir, vers 19h, il avait tenté de traverser ce pont submersible, fermé à la circulation, malgré les avertissements des autorités. Le garde qui était présent lui a fait signe de reculer.
ce qu'il a semblé faire dans un premier temps, et puis donc il s'est ravisé, et là il a accéléré. Le véhicule est emporté par le courant. Le passager de 42 ans, lui, parvient à s'extraire par le toit en s'accrochant à des branches. Pendant 2 heures, il reste suspendu alors que les secours s'activent dans des eaux agitées. 4 heures plus tard, à 60 km de là, à Dions, c'est une famille qui s'est retrouvée piégée par les eaux au milieu de la nuit en traversant cet autre pont. La mère de famille a été secourue, mais le père et ses enfants de 4 et 13 ans sont toujours portés disparus. C'est terrible, hein. Il y en a une 4e qui a été sauvée, on peut imaginer que c'est la maman. Ben, on se met à la place de la 4e personne qui a été sauvée. 2 drones sont actuellement à leur recherche, ainsi qu'une équipe cynophile et un hélicoptère. Ce matin, on essaie de mettre le maximum de ressources pour les récupérer, mais la nuit a rendu l'action des secours un peu difficile, donc malgré le treuillage qui a pu être fait. Mais là, maintenant, oui, effectivement, il faut qu'on aille assez vite. Une nuit de crue particulièrement violente dans le Gard, avec 176 interventions et 3 accidents distincts qui ont fait 6 disparus. La préfecture pointe l'imprudence. Les premiers éléments laissent à croire que pour chacune de ces affaires, il y a 2 points communs. Le premier, c'est le franchissement d'un pont submersible. Les Gardoises et les Gardois savent ce que sont les ponts submersibles, le danger qu'ils peuvent occasionner. Et le deuxième élément, c'est peut-être un manque de prudence dans un contexte où ces ponts étaient déjà soit sous l'eau, soit en voie de l'être. Les gendarmes s'apprêtent ce midi à sonder la rivière de l'Aiguillon à la recherche de 2 femmes de 47 et 50 ans emportées dans leur voiture au petit matin. Dans le même secteur en Ardèche, cette fois, un homme est également porté disparu. Le lieu porte le nom terrible des cimetières du Pacifique. Un endroit si dangereux qu'en 2 siècles, plus de 2000 bateaux ont coulé le long de la falaise escarpée et au moins 700 marins ont laissé leur vie. Là-bas, dans des conditions extrêmes parmi les plus difficiles au monde, les gardes-côtes y trouvent un terrain d'entraînement redoutable face à des vagues qui peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Tout de même, les meilleurs officiers viennent apprendre à intervenir et à secourir des victimes, parfois au péril de leur vie. Chloé Gutin nous emmène au cimetière du Pacifique. Le lieu porte le nom terrible de cimetière du Pacifique. Un endroit si dangereux qu'en 2 siècles, plus de 2000 bateaux ont coulé le long de ces falaises escarpées. Et au moins 700 marins y ont laissé la vie. Des conditions parmi les plus difficiles au monde et qui sont devenues le terrain d'entraînement des gardes-côtes. Emmenez votre équipage dans un environnement dangereux. Il faut être capable d'accepter une telle responsabilité. Ce programme, c'est l'élite des sauveteurs. Il n'y a pas de niveau plus élevé. Et je veux faire partie des meilleurs. Face à des vagues qui peuvent atteindre 10 mètres de haut, les meilleurs officiers viennent apprendre à intervenir et sauver, parfois au péril de leur vie. Ce matin, 9 élèves venus de tout le pays s'apprêtent à prendre la mer. Ils sont déjà expérimentés, mais aujourd'hui les conditions s'annoncent difficiles. Aujourd'hui, le vent sera sud-ouest de 65 à 70 km/h, avec des pointes à 75. Et les vagues feront entre 3 et 4 mètres. Vous avez entendu? Avec tout le vent qu'il va y avoir, aujourd'hui ce sera vraiment une question de contrôle de la trajectoire. Peu de visibilité, des vagues compliquées, des conditions que sont venus chercher les recrues. Plus la météo est mauvaise, mieux c'est. Il va falloir être plus technique sur la conduite. Pendant plus de 5 heures, les élèves par petits groupes de 3 et en permanence harnachés au bateau vont devoir se mettre en conditions réelles de sauvetage. Première technique à maîtriser, être capable de naviguer entre les vagues pour atteindre la zone voulue. Ne prends pas la vague de ce côté, essaye de la contourner. Vas-y à fond. Comme aux échecs, il faut avoir plusieurs coups d'avance, anticiper ses déplacements pour rester en sécurité. Tu vois, il y a toute l'énergie de la vague ici. Et ça se reforme ensuite là-bas. Donc toi, il faut que tu restes pile au milieu. C'est compliqué, mais excitant aussi de dépasser ses limites, tout en apprenant. Donc oui, j'adore.
C'est un environnement qui change tout le temps, donc on apprend énormément. Mais parfois impossible d'éviter les creux de plusieurs mètres. Mets-toi de ce côté. Tourne le volant. Fonce, en avant. Les élèves doivent dans ce cas-là être capables d'affronter la force de la vague sans laisser le bateau se faire emporter. Il faut réussir à garder le bateau au même endroit lors d'un sauvetage, tout en manœuvrant face au vent, à la houle. Puis, éviter d'être emporté au large et se dégager de la zone en évitant les vagues. Si l'entraînement est si éprouvant, c'est pour être capable d'intervenir dans des situations extrêmes. Mayday, Mayday, le bateau va couler. L'année dernière, un marin sur son bateau se retrouve en détresse. Le compas ne marche pas et je commence à prendre l'eau. Les gardes-côtes n'ont que quelques minutes pour rejoindre le lieu du naufrage. Les vagues font alors entre 5 et 6 mètres. Ils arrivent juste à temps pour lancer au propriétaire un gilet de sauvetage. Quelques secondes plus tard, le bateau est emporté par la force du courant. Un sauveteur viendra récupérer le marin sain et sauf avec un hélicoptère. Pour être capable d'effectuer un tel sauvetage, les élèves doivent s'entraîner tous les jours. Et pour cette session, il reste encore des détails à améliorer. C'était tellement désordonné. T'as eu du mal à lire les vagues? Exactement. La deuxième série est arrivée et j'étais en mode survie. Je me suis dit, oh, c'est parti. Mais pour la plupart d'entre eux, c'est avant tout le sentiment de fierté qui domine. Il y a une classe par an seulement. 9 gars qui viennent s'entraîner dans l'un des programmes les plus difficiles au monde pour avoir cette certification. Donc oui, il y a beaucoup de fierté à être là. Pour valider et obtenir leur diplôme, les élèves devront s'entraîner pendant un mois et affronter au minimum des vagues de 6 mètres avec toujours la même mission, la même intention, être capable d'intervenir dans toutes les situations possibles, n'importe où aux États-Unis. Nous comprenons donc mieux pourquoi on l'appelle le cimetière du Pacifique. En France, la PMA est accessible à toutes les femmes âgées de 18 à 45 ans. Depuis le 2 août 2021, elle a permis la naissance de plus de 350 bébés, un chiffre clé mais très faible parmi les 30 000 demandes enregistrées encore. Noémie, par exemple, a été conçue à un don de sperme. Elle est le premier bébé issu de la PMA pour toutes, mais à l'hôpital de Créteil. La loi votée en août 2021 donc permet aux couples de femmes le recours à la PMA, donc la procréation médicalement assistée. On a pu très rapidement dans cette démarche y entrer, donc quand la loi y est passée, ils nous ont annoncé un délai de 6 mois, témoigne une maman. Aujourd'hui, il faut attendre au moins 16 mois. C'est notre enquête du Grand News Midi. Cela fait un peu plus d'1 an qu'elle est entrée dans leur vie. Bravo! Bravo les mamans! Sa joie communicative, sa curiosité, la regarder grandir, tout en elle les bouleverse. Noémie a chamboulé leur cœur, le bonheur simple d'être mère. C'est un rêve éveillé là, parce qu'elle est parfaite. C'est un projet parfait. Ouais. Ça complète notre famille. C'est vraiment voilà, notre histoire d'amour a commencé avec cette idée d'avoir aussi un enfant ensemble et ça s'est construit et ça solidifie notre histoire d'amour, j'ai envie de dire. Elle concrétise tout. Qu'est-ce qu'on sort? Noémie a été conçue grâce à un don de sperme. Elle est le premier bébé issu de la PMA pour toutes, né à l'hôpital de Créteil. Oh ouais, regarde. La loi, votée en août 2021, permet aux couples de femmes le recours à la procréation médicalement assistée. On a pu très rapidement vraiment être dans cette démarche dès que la loi est passée. Ils nous ont annoncé un délai de 6 mois.
Pour le don de gamètes. Pour le don de gamètes, ouais. Le temps de faire les différents rendez-vous. 6 mois après, on se lançait et les premiers essais d'insémination. Voilà, juste 6 mois, limite, jour pour jour. Oui. Des délais qui aujourd'hui feraient rêver toute candidate à la PMA. Désormais, il faut attendre au moins 16 mois pour une insémination. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, les demandes ont explosé, surtout chez les femmes célibataires. Le sujet reste tabou en France et rares sont celles qui témoignent de leur PMA en solo. Alexia, c'est un prénom d'emprunt, préfère rester anonyme. Ça, c'est un peu tout mon dossier depuis plus d'1 an. Des examens, des rendez-vous, des résultats. Ce parcours hyper médicalisé, épuisant physiquement et psychologiquement, cette femme de 40 ans le partage avec d'autres mamans célibataires sur les réseaux sociaux. Ça y est, je récupère les paillettes la semaine prochaine. Ça devient concret, je suis à la fois très contente et triste de faire ça seule. Ce groupe privé lui permet de trouver soutien et écoute dans cette épreuve. Elle ne s'attendait pas à de tels délais. C'est un parcours du combattant. J'ai eu un premier long temps d'attente entre le moment où j'ai pris rendez-vous et où j'ai eu le rendez-vous effectif. Et c'est déjà passé 8 mois. Et ensuite, il y a 8 mois de parcours. Donc on est sur 16 mois et quand j'aurai commencé les premiers essais, je pense qu'il se sera passé à peu près 18 mois. Donc entre le moment où j'aurai pris la décision et mon enfant naîtra, il se sera passé 2 ans minimum. C'est beaucoup trop long. Pourquoi les délais sont-ils aussi longs? Pour le comprendre, direction Lille. Ce vieil hôpital abrite dans son sous-sol le sécos. C'est là que sont conservées les paillettes de sperme. Avec la loi, il y a 8 fois plus de demandes qu'auparavant. Et ce centre n'était pas prêt à un tel afflux. Donc là, c'est la cuve de stockage des paillettes de dons. Et donc, on est vraiment dans le cadre d'une pénurie. Une dame qui nous appelle aujourd'hui pour recevoir un don, on lui annonce un délai de 2 à 3 ans d'attente. C'est compliqué parce que ces dames, elles sont prêtes à recevoir le don demain et que leur vie, on les met un peu en suspens. Et certaines avancent en âge. Et pour certaines aussi, on a une perte de chance en termes de grossesse. Des délais qui s'allongent aussi, faute de moyens. Avec ses couloirs quasi vides, le sécos a l'air abandonné. Un lieu peu engageant pour qui veut donner son sperme ou bénéficier de paillettes. Le docteur Ducrot nous emmène dans le bureau de coordination des dons où on utilise encore des fiches Bristol. En fait, ce sont les fiches des personnes qui sont prêtes à recevoir un don. Avant la loi, on avait 120 demandes, donc on arrivait à s'en sortir. Et aujourd'hui, on est passé à 1800 demandes, donc c'est quand même très, très compliqué au niveau de la coordination du don. Aujourd'hui, on est vraiment en manque d'un logiciel métier qui nous permettrait de faire ça automatiquement et qui vraiment nous aiderait dans l'optimisation et la sécurisation en fait, des données. Des bureaux vides. Au manque de moyens s'ajoute un manque de personnel. Le sécos ne fait rêver ni les psychologues, ni les médecins. Moi, j'étais là avant toute seule. Et donc, on est passé de 100 à 1800 demandes. Et donc, on a eu un mi-temps de médecins supplémentaires. Donc, ce n'est pas suffisant pour répondre avec des délais raisonnables à toutes ces demandes. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il faut entre 6 et 8 mois d'attente pour un premier rendez-vous. De quoi décourager les candidates à la PMA. Comme de nombreuses Françaises encore, Adèle, 28 ans, a préféré se tourner vers l'étranger. Ce jour-là, elle a rendez-vous pour une première consultation vidéo avec le gynécologue de la clinique privée qui va la suivre en Belgique. En général, on fait 3 inséminations. En général, on fait 3 inséminations de suite, donc c'est-à-dire tous les mois, en espérant que dès la première, ça fonctionne. Okay. Si tout va bien, elle pourra commencer les premiers essais dans 3 mois seulement. Il y a quelques années d'avance, on va dire, en Belgique, ça a toujours été un pays qui a été novateur dans l'ensemble des techniques de la PMA. Par exemple, le centre du Chirec, ça fait maintenant 30 ans qu'il a développé sa banque de sperme. Et donc, oui, c'est vrai que chez nous, on a la chance de pouvoir répondre à beaucoup de demandes assez rapidement. Une efficacité qui a un coût, entre 800 et 1000 euros par insémination, très partiellement prise en charge par la sécurité sociale. Il y a quand même du coup des frais. C'est vrai que, et ça c'est malheureux, les femmes qui ont les moyens et qui ne veulent pas subir les délais partent à l'étranger et donc restent toutes celles qui ne peuvent pas se permettre de payer aussi cher et qui doivent subir les délais qui sont imposés.
Comme les professionnels de santé, Adèle aimerait qu'il y ait plus de campagnes d'appel aux dons de sperme en France. C'est aussi le souhait de Sophie et Déborah, qui ont décidé de retenter une PMA pour avoir un deuxième enfant. On a fait le premier parcours en France, on restera en France. On a vu que ça se faisait bien et pour nous, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Donc, même si on nous annonçait des délais plus longs que ce qu'on pourrait imaginer actuellement, je pense qu'on accepterait dans une certaine mesure ces délais-là plutôt que d'aller à l'étranger. La famille a déjà tout prévu. Une autre chambre attend le futur petit frère ou la petite sœur de Noémie. Et ce soir, je vous emmènerai sur les traces du volcan Kilimutu qui est situé dans une île indonésienne à l'allure paradisiaque. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est quelques images d'illustration. C'est la fin de ce Grand News Midi. Je vous souhaite une très belle après-midi. Prenez soin de vous. Faites attention si vous devez vous rendre dans un lieu par rapport donc à ces températures et à cette météo. Très belle après-midi. À tout à l'heure, 20h.